Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Nouvelles Frontières. Nouvelles Frontières, bien sûr, qui traite des questions de la communauté est-africaine, mais également du processus d'intégration du Burundi dans cette communauté. Et aujourd'hui, nous allons vous parler encore une fois de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Est. Et pour parler de tout ça, nous avons un invité avec moi. J'ai un invité avec moi. Il s'agit de Monsieur Amo Aïdara. Bienvenue dans notre émission. Merci. Et je rappelle que vous êtes consultant international en matière de développement des entreprises et des organisations et que vous avez fait une analyse du contexte de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Est, mais également une élaboration du plan stratégique pour l'IEWIXIN. Encore une fois, bienvenue dans notre émission. Et ma première question est de savoir quel est le constat que vous avez fait en matière de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Est. Merci. En fait, depuis quelques semaines que je suis là, je trouvais un espace est-africain qui est très très dynamique. De toute façon, on le savait, les pays anglophones sont des pays qui sont très très entreprenants. Notamment le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie sont des pays qui sont dans une courbe de croissance assez conséquente depuis plusieurs années. Et l'ensemble de la communauté est-africaine est peut-être l'un des espaces géographiques les plus dynamiques d'Afrique, ça on le savait déjà. Maintenant, par rapport à la question spécifique de l'entrepreneuriat féminin, évidemment, on sait que partout dans les pays en voie de développement, les femmes sont très très entreprenantes, même si elles sont souvent cantonnées dans des entreprises de très très petite taille, dans le secteur informel, souvent en milieu rural, et pas beaucoup dans des secteurs très productifs et modernes. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même une dynamique entrepreneuriale qui est très 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 importante. Et le cas particulier du Burundi est qu'on est dans un pays post-conflit. Avec la période de conflit que le pays a connue, il y a eu un ralentissement de l'économie, une destruction de beaucoup d'infrastructures. Et puis finalement, les opérateurs économiques ont peut-être perdu un tout petit peu de confiance ou ont peut-être un peu peur dans l'avenir. Mais je pense que les conditions sont en train d'être créées maintenant pour que les gens reprennent confiance et se remettent à entreprendre. Et quels sont les obstacles et défis rencontrés par ces femmes entrepreneurs, que ce soit au Burundi ou en Afrique de l'Est? Alors, je crois une des surprises que j'ai eues quand j'ai fait ce travail, c'est de me rendre compte que malgré le niveau de développement extrêmement différent selon les pays, que ce soit par la taille, que ce soit par le niveau de dynamisme, que ce soit par le niveau de richesse nationale, si vous comparez par exemple le petit Burundi avec le grand Kenya, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont communs à tous les entrepreneurs en général et aux femmes entrepreneurs en particulier dans l'espace. C'est notamment la difficulté de l'accès au financement de l'activité, de l'investissement. C'est tous les problèmes liés à l'accès à l'information pertinente sur les marchés, sur les opportunités. Peut-être une absence dans la plupart des pays de dispositifs d'accompagnement, conseil, suivi des entreprises pendant leur création, juste après leur création et peut-être dans les années qui suivent, en matière de formation sur des aspects de gestion, en matière d'appui conseil, en matière d'aide à l'intermédiation, etc. Et ça manque aussi. Il y a d'autres types d'obstacles qui sont liés à l'environnement, notamment réglementaire, administratif, qui n'est pas toujours très très favorable à l'entrepreneuriat, même si quelques efforts ont été faits par-ci par-là en termes d'amélioration du climat des affaires. Et puis, parce qu'on est en face de femmes entrepreneurs, il y a aussi toutes les formes de barrières qui sont liées on va dire, au genre, qui peuvent être des barrières plus ou moins discriminatoires en rapport avec on va dire, les pratiques culturelles, les habitudes des pays, les difficultés d'accès à la terre ou ce genre de choses. Et peut-être de manière plus spécifique au réseau des femmes entrepreneurs, il y a un certain nombre peut-être de difficultés liées au travail qu'elles doivent faire sur les aspects de lobbying, notamment dans le cadre du dialogue qu'ils doivent avoir avec les pouvoirs publics,
et aussi dans les dynamiques de renforcement de leur travail en tant que réseau. Est-ce que vous avez pu observer des obstacles ou également des défis rencontrés seulement par des femmes entrepreneurs burundaises? Oui, parce que quand on travaille sur un tout petit pays qui se retrouve entouré de pays très dynamiques et qui sont très puissantes, donc qui sont capables d'écraser le petit Burundi qui en plus a le désavantage d'être enclavé, il y a deux possibilités qui s'offrent. Soit le pays et ses opérateurs considèrent que c'est une opportunité énorme de pouvoir passer du petit marché national à un marché plus ouvert sur l'espace sous-régional, ou alors le pays reste cantonné dans ses difficultés et ne développe pas suffisamment ses avantages comparatifs et finalement il se retrouve être un consommateur net de ce que les autres produisent et transforment chez eux. Malheureusement, le constat est là, c'est que pour l'instant, le Burundi est beaucoup plus consommateur net et n'a pas encore pris les dispositions nécessaires pour profiter pleinement de cette opportunité d'accéder à un espace de marché beaucoup plus important. Dans votre analyse, vous avez pu constater qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat féminin et celui masculin. À votre avis, pourquoi ces différences? Alors, les différences, d'abord, une remarque préalable qui me paraît intéressante, c'est que j'ai été personnellement agréablement surpris du niveau de dynamisme des femmes entrepreneurs au Burundi. Très honnêtement, on pouvait s'attendre parce que il y a des lourdeurs sur le plan culturel, etc. On est dans une période de crise de confiance, etc. On pouvait s'attendre à des femmes un peu amorphes, etc. Or, quand on y réfléchit bien, quand on est dans une période d'abord de conflit, ensuite de post-conflit, où les hommes étaient au front, où les hommes ont, pour certains, malheureusement disparu ou se sont déplacés, les femmes sont obligées de s'investir, de créer, d'entreprendre. Et donc, ça fait qu'on a quand même une frange des femmes entrepreneurs qui se retrouvent très dynamiques et l'association des femmes entrepreneurs du Burundi le prouve à souhait. Maintenant, si on compare hommes et femmes, bien entendu, la remarque qu'on fait, c'est que plus les entreprises sont importantes, plus elles sont susceptibles d'être dirigées par les hommes. On est encore dans des économies et dans un milieu politique où les hommes dominent encore, on va dire, la haute entreprise, la haute finance, etc. Et si on ajoute à cette réalité les barrières qui peuvent être liées au genre, donc discriminatoires, naturellement, les femmes se retrouvent en termes de dynamisme, en termes de présence et en termes de visibilité un peu plus en retrait que les hommes. Mais il faut quand même reconnaître qu'elles sont sur plutôt une voie ascendante. Je crois qu'il y a un travail qui est fait pour l'autonomisation des femmes par elles-mêmes qui est remarquable au Burundi. Est-ce que vous avez l'impression que quand même les femmes entrepreneurs se sentent impliquées dans ce secteur et qu'elles veulent aussi impliquer d'autres femmes pour avoir un plus grand réseau de femmes entrepreneurs au Burundi ou bien dans la communauté est-africaine? Alors, si je prends un exemple très simple, c'est cette association des femmes entrepreneurs du Burundi. Il y a une dynamique de rencontres au sein de cette association qui est très importante. Le Burundi a une particularité qu'il faut souligner, c'est que face à ce gros obstacle dont j'ai parlé tout à l'heure de l'accès au financement, les femmes burundaises ont pris elles-mêmes l'initiative avec leurs propres ressources de créer leur propre institution de microcrédit qui s'appelle WISE. Et cette institution de microcrédit, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au moment de sa création, n'a pas été simplement mise en place pour donner du crédit aux plus favorisés, aux plus émergentes des femmes. Ça a été créé dans une logique de solidarité pour que les femmes entrepreneurs dynamiques dans le monde urbain puissent apporter un coup de pouce aux femmes dans le monde rural qui triment dans des petites unités de production et de transformation pour la subsistance. Et WISE a pris aujourd'hui une envergure plus importante. Et évidemment, il y a cette logique de solidarité qui continue à gouverner son mode de fonctionnement. Et je trouve que c'est
un exemple que le Burundi peut exposer non seulement aux autres femmes de l'Afrique de l'Est, mais bien au-delà. Nous avons parlé des défis, mais également des obstacles. Et je me dis aussi que ces femmes ont quand même des forces. Quelles sont les forces que vous avez quand même pu relever de la part de ces femmes entrepreneurs burundaises ou celles également de l'Afrique de l'Est? Mais la première force, c'est d'abord le volontarisme. C'est le volontarisme, c'est la dynamique qu'on ressent, le dynamisme non seulement dans les entreprises, le niveau de créativité dans les entreprises, mais aussi cette volonté je dirais, de décider que voilà, on ne va plus rester au second plan, on a les moyens intellectuels de pouvoir s'affirmer et de faire des choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais la tendance actuelle est vraiment une tendance à on va dire, à la revalorisation de la femme entrepreneur. Et on sent que la volonté qu'elles ont de se mettre justement en réseau à un niveau sous-régional, c'est de donner en fait une portée plus importante aux actions qui sont menées dans les pays respectifs membres de leur organisation. Et ça, c'est vraiment un dynamisme à saluer. Est-ce que vous avez remarqué une certaine volonté de la part des gouvernements de l'Afrique de l'Est d'accompagner ces femmes entrepreneurs? Alors, en réalité, oui, il y a une volonté politique. Mais la volonté politique n'a de sens que pour autant qu'elle se traduise en actions concrètes, pour ne pas dire de manière plus terre à terre, en monnaie sonnante et trébuchante. Pourquoi je dis qu'il y a une volonté politique, c'est que la plupart des pays ont fait des efforts avec l'appui de certaines organisations comme la Banque mondiale ou la Société financière internationale pour améliorer le climat des affaires. Donc des initiatives ont été prises pour créer des agences de promotion des investissements, pour simplifier, fluidifier et rendre moins coûteux les procédures de création d'entreprises. Ça, c'est un bon point. Mais je pense qu'en matière d'entrepreneuriat en général et en matière d'entrepreneuriat féminin en particulier, la finalité, ce n'est pas de créer l'entreprise parce qu'elle peut mourir après. Donc cette volonté politique doit aller au-delà de la simple amélioration des procédures et de pouvoir travailler avec les entrepreneurs à partir du moment où elles ont été créées. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner en termes de suivi? Quelle facilitation on peut donner pour l'accès au crédit? Comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à des services d'appui non financiers du type formation, du type information, du type intermédiation, du type réseautage, etc., qui sont en fait ceux qui doivent accompagner l'entreprise dans sa vie de tous les jours pour se développer. Et à cet égard, je pense que le Burundi a probablement plus d'efforts à faire proportionnellement comparativement aux autres pays voisins qui sont quand même plus importants et dont les économies, parce qu'elles sont plus solides, peuvent à travers leur secteur privé générer davantage j'allais dire, d'effets structurants sur les femmes entrepreneurs que le Burundi. Et est-ce que vous avez l'impression quand même que ces femmes font assez de lobbying, mais également de plaidoyer pour faire entendre plutôt leur voix? Oui, clairement. Il y a deux ou trois choses qui peuvent l'illustrer. D'abord, on peut considérer le Burundi comme étant le petit poussé de l'EUXIN, cette organisation de femmes entrepreneurs de 7 pays. C'est le plus petit, mais c'est quand même le Burundi qui accueille le siège de l'organisation. Pour moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que les femmes ont montré un dynamisme, un volontarisme, une capacité à accueillir ceci, qu'en tant que le plus petit et le seul francophone, ils aient pu décrocher ça. L'autre témoignage, c'est que durant la phase de terrain de cette mission, j'ai rencontré la plupart des partenaires avec lesquels les organisations de femmes entrepreneurs du Burundi travaillent. Des bailleurs de fonds, les différents ministères. Et partout où je suis allé, l'association des femmes entrepreneurs du Burundi a été présentée comme un partenaire crédible, présent, connu. Et voilà, donc je pense qu'il y a de ce point de vue-là une crédibilité de ce dynamisme et de cette association qui font que, évidemment, elle est appelée à faire de grandes choses plus tard, pourvu qu'elle maintienne cette capacité à conserver, on va dire, le dialogue
avec les autres partenaires, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit aussi les autres femmes entrepreneurs qu'elles doivent aider à mobiliser davantage parce que plus elles sont nombreuses, plus leur va porter. Les femmes urbaines ont plus de moyens et de pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a cette volonté d'aller vers les femmes rurales pour les aider, pour qu'elles aussi soient plus développées? Dans les intentions, oui. Dans la réalité, ça reste à vérifier. Même si l'exemple de Wise que j'ai donné tout à l'heure est un bon exemple de solidarité et de manifestation de cette volonté justement d'aider les femmes du monde rural. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au Burundi, comme dans la plupart des pays voisins, chaque femme urbaine vient quelque part d'une femme rurale ou a laissé une femme rurale dans sa province d'origine. Donc il y a une interaction qui est de toute façon indispensable. Cela dit, le monde de l'entreprise, même si dans les logiques et les dynamiques associatives peuvent être marquées par une certaine forme de solidarité, le monde de l'entreprise reste quand même relativement individualiste, concurrentiel, du chacun pour soi. Ça, on ne peut pas enlever ça aux entrepreneurs femmes, au risque de leur enlever finalement une partie de leur moteur. Cela dit, en tout cas, il y a cette volonté véritablement de la ville de vouloir soutenir le monde rural. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous avez l'impression que les efforts, vous avez parlé qu'il y a des lobbies qui sont faits, des plaidoyers qui sont faits, mais à votre avis, est-ce qu'il y a autre chose qui peut être fait par ces femmes pour qu'elles soient plus entendues et que leur voix porte? Oui, je crois que ce qu'elles peuvent faire, c'est que il y a lobbying et lobbying. Si lobbying pour certaines femmes, c'est simplement d'être invitées dans un certain nombre de cadres de décision, de concertation, de discussion de politique, et que finalement leur présence soit utilisée beaucoup plus comme un prétexte qu'une réelle contribution, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est qu'à travers ce travail de lobbying, elles puissent véritablement contribuer à faire bouger un certain nombre de lignes. Je peux donner un exemple très très simple. Quand on regarde les documents fondamentaux de la politique nationale burundaise, que ce soit Burundi 2025 ou le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, première et deuxième génération, c'est des documents de référence dont la particularité, revendiquée en tout cas par les pouvoirs publics, est d'avoir été élaborés de manière participative. Donc par conséquent, on a associé la société civile à leur élaboration. Mais ce qu'on ne peut pas savoir a priori, c'est quel a été le niveau, la profondeur, la qualité de cette participation de la société civile. Et c'est là que les femmes ne devraient pas simplement travailler à être visibles, mais elles devraient travailler à pouvoir contribuer, à pouvoir peser véritablement sur l'orientation des politiques nationales. Et ça suppose qu'elles développent en leur sein, donc au sein de leurs associations, une vraie capacité de réponse. On peut par exemple aller dans une grande réunion où les pouvoirs publics sont là, dénoncer un certain nombre de choses, éventuellement se faire applaudir à la fin, mais après il n'y a rien. En revanche, quand on vient avec une proposition ou une contre-proposition et qu'on verse ça au dossier de la constitution ou de l'élaboration de la politique, on fait un acte, on va dire, plus positif et plus participatif, si vous voulez, à la construction des choses. Et je pense que c'est cette capacité de réponse-là que les femmes doivent travailler à renforcer autant que possible. Nous avons parlé de plaidoyer et de lobbying. Est-ce que, à votre avis, la communication, qui est aussi un outil assez pertinent, est vraiment utilisé par ces femmes entrepreneurs? Le problème de la communication est un des nœuds, pas seulement pour les femmes, pour tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, le monde tourne autour de la communication. Les moyens de communication ont beaucoup évolué. Plus les femmes sont éparpillées, entre guillemets, dans l'espace sous-régional, plus la communication devient difficile. Néanmoins, il y a un certain nombre d'outils, plus ou moins techniques, plus ou moins technologiques ou modernes, qui sont à leur disposition, qu'elles peuvent utiliser pour faire en sorte qu'il y ait une interaction beaucoup plus grande, beaucoup plus, on va dire, permanente entre les femmes.
Alors très souvent, les gens parlent de site internet, etc. Bon, site internet, c'est un outil comme un autre, mais c'est un outil qui a besoin d'être alimenté, dynamisé, rendu interactif, etc. Et puis, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser, comme des newsletters, comme pourquoi pas Facebook, par exemple, qui est quelque chose qui est plus automatique en termes d'interactivité, qui peuvent être des outils qu'on ne va pas utiliser simplement pour se raconter sa vie, mais plutôt pour partager des bonnes pratiques, pour échanger des opportunités d'affaires, etc. Et je crois que ça, c'est l'un des plus gros challenges qui se posent aux femmes entrepreneurs à travers leurs réseaux sous-régionaux. Et à votre avis, qu'est-ce que ces femmes doivent faire pour profiter pleinement des avantages offerts par la communauté, mais également la région en général? Je pense que c'est de maintenir la pression sur les pouvoirs publics. L'avantage d'un réseau qui est dans une communauté, on va dire, formelle, c'est que sur des questions données qui pourraient se présenter comme des obstacles ou des difficultés à traverser, prenons par exemple les questions relatives aux barrières douanières, par exemple, ou bien aux taxes ou aux tracasseries administratives qu'il y a au niveau des frontières, les femmes, si dans le cadre de leur dialogue politique avec les pouvoirs respectifs dans les différents pays, parlent de la même voix, dialogue avec le secteur public sur les mêmes choses, au moment où ces politiques-là se rencontrent et viennent avec les mêmes idées de tous les pays, il y a plus de chances de trouver des consensus et de faire avancer les choses pour avoir notamment une meilleure circulation des biens, des services, des affaires dans l'espace sous-régional, d'avoir par exemple ce système de tarifs extérieurs communs qui permettra que les pays enclavés n'aient pas cette double taxation et peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Mais c'est vraiment un travail de lobbying, un travail de pression politique de tous les instants que les femmes doivent faire et la réalité montre qu'elles savent le faire. Il faut simplement qu'elles l'intensifient et qu'elles gardent en permanence une pression forte sur les pouvoirs publics. Oui, ces femmes ne peuvent pas avancer toutes seules. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement pour qu'il accompagne suffisamment ces femmes entrepreneurs? Le travail de tout gouvernement, c'est de créer les conditions favorables à l'épanouissement du secteur privé en général. Et bien entendu, en particulier pour les femmes entrepreneurs. Je crois qu'il y a peut-être à faire un passage désormais entre ces logiques de discrimination qu'on connaît vers d'autres types de discrimination plus positives, celle-là en faveur des femmes, parce que la réalité a montré, et le travail de diagnostic contextuel que je viens de faire le prouve, c'est qu'en moyenne, les femmes consacrent une partie plus importante de leurs revenus à la famille, à l'éducation des enfants, à leur survie, etc. Et par conséquent, si on fait un effort sur l'entrepreneuriat féminin, il y a des chances en fait qu'on enclenche, si vous voulez, un cercle vertueux de développement et de croissance plus important. Parce que c'est connu que les femmes gèrent mieux que les hommes en général, ont plus le souci de la qualité de la gestion financière. Et dans le cadre de cet atelier qu'on est en train de faire, j'ai noté hier qu'une étude de la Banque mondiale de 2011 estimait que si toutes les barrières discriminatoires dont les femmes souffrent étaient levées, la productivité de certains pays pourrait augmenter jusqu'à 25%. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de développement encore important et les gouvernements donc doivent travailler véritablement à améliorer autant que possible le climat des affaires. Et quand je dis climat des affaires, je ne dis pas simplement conditions de création des entreprises. C'est aussi travailler sur le coût de l'énergie, c'est travailler sur l'accès au financement, c'est travailler sur les infrastructures de communication, sur toutes les conditions en tout cas qui permettent à une entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité, de pouvoir véritablement travailler dans de bonnes conditions. Avec à la clé des politiques ambitieuses, bien stratégiques, qui donnent vraiment la direction à suivre et les accompagnements nécessaires pour y arriver.
Et un mot pour la fin, est-ce que vous êtes optimiste, disons, vous avez de l'espoir quant à la capacité de ces femmes entrepreneurs de l'Afrique de l'Est d'être plus compétitives dans l'avenir? Sans aucun doute. Moi, je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui une dynamique entrepreneuriale des femmes qui est irréversible. Elles ne peuvent que monter. Et je pense que le contexte y est favorable. La volonté de ces femmes y est favorable aussi. Et moi, j'y crois. Très honnêtement, je suis optimiste. Et voilà, merci Monsieur Amou Aïdara d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes consultant international en matière de développement des entreprises et des organisations et que vous avez fait une analyse du contexte de l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Est, que vous avez pu nous parler de tout cela. J'espère que vous aurez l'occasion de revisiter le Burundi. Je l'espère bien parce que le séjour que je viens de passer était excellent. Et voilà, comme je le disais, c'est la fin de cette émission Nouvelles Frontières. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite bien sûr de passer une agréable soirée en compagnie de la télévision Renaissance.